Merci, Monsieur le Président, merci, cher Bruno, non seulement de ton accueil, mais aussi du travail que vous avez fait. Je l'évoquais tout à l'heure avec Claude Chirac, mais je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans ce rendez-vous que vous nous proposez. Quelque chose de touchant en même temps d'évident, de rendre hommage au président Pompidou chez lui, au fond en revenant aux sources de ce qu'est son engagement politique, pas de le faire sous les ordres de la République à Paris, mais de le faire dans ce qui a donné du sens et sa profonde originalité à ce qu'est sa présidence. Merci à toi de nous le permettre. Merci Monsieur le Préfet, merci aux parlementaires qui sont avec nous, dans une période où on a besoin de trouver des guides et des repères, nos parlementaires du Grand Massif Central, mais aussi Sophie de ta présence. Merci à nos présidents de département qui sont venus nombreux, non seulement de notre grande Auvergne, Pascal devrait également nous rejoindre. Je veux également remercier Hervé et Jean de leur présence, Hervé aussi évidemment avec son titre, au titre de son implication pour la Fondation de Gaulle, bien sûr. Je veux également saluer les conseillers régionaux qui sont présents, les conseillers départementaux, les maires, dont certains qui sont profondément rattachés à ce qu'est l'histoire du président Pompidou. Merci également à Olivier de sa présence et de son intervention, lui qui est très attentif au message industriel et économique du président Pompidou. Merci Michel également de ta présence et de ta prochaine intervention, cher Alain, mesdames et messieurs, chers amis. Vous me permettrez d'avoir un petit mot également pour quelqu'un qui nous manque, Alain Pompidou. Tous ceux qui étaient là lorsque nous avions donné le nom de Georges Pompidou à l'hémicycle de notre conseil régional à Lyon, gardent un souvenir très ému de la gentillesse et de la délicatesse d'Alain, qui est un homme exquis et qui défend avec beaucoup de pudeur mais beaucoup d'opiniâtreté cette mémoire du président Pompidou. Il me revient donc au début des propos qui vont nous guider pendant quasiment 2 jours, d'apporter une vision modeste, simple, qui est tout à la fois celle d'un Auvergnat et la réflexion d'un politique sur ce que peut être aujourd'hui le sens du message du président Pompidou quand on tente de l'observer à l'aune de la période que nous traversons. Il faut avoir la lucidité de reconnaître, et c'est d'ailleurs sans doute une des grandes injustices, que la France de Georges Pompidou laisse un souvenir lointain. Et ça n'est pas tout à fait anodin. Le souvenir d'une France heureuse, prospère, sûre d'elle-même, qui semblait à l'époque prête à affronter les bouleversements du monde, des images qui sont associées aussi confusément, plus ou moins lucidement, à des réalisations exemplaires, que ce soit le programme nucléaire civil, qui l'eût été bon de ne pas oublier, la modernisation de notre agriculture, l'aventure d'Airbus, le Concorde, la Citroën DS, le Centre Pompidou, autant de lieux au fond symboliques, d'incarnation de réussite, qui sont rattachés intuitivement à la réussite du président Pompidou. Mais si j'évoque cette idée de, au fond, cette espèce de sentiment quand on évoque cette période d'une France presque sépia, qui nous semble tellement lointaine quand elle semble aujourd'hui en contraste avec les difficultés qu'éprouve notre pays, c'est parce que j'y vois aussi un danger. Le danger, c'est d'aborder cette période et, au fond, l'héritage du président Pompidou comme une nostalgie. La nostalgie d'une France heureuse qui aurait été perdue. C'est, je pense, la pire des postures quand on aborde la période du président Pompidou. Parce que, et Bruno l'a très bien souligné, la réalité, c'est que ce n'est pas avec nostalgie qu'il faut se tourner vers cette époque, mais pour aller y puiser une source d'inspiration et un chemin. Un chemin dont je suis profondément convaincu qu'il n'a pas perdu, loin s'en faut, son sens, et aussi la manière dont il peut permettre à notre pays de renouer avec cette prospérité que le président avait su lui léguer. Et il y a effectivement quelques leçons qui sont nettes, limpides, qui se détachent de tout ce parcours. Le premier, c'est d'abord l'homme de l'enracinement. Le président Pompidou est le premier fils du Cantal. C'est celui qui a le mieux incarné ce qui était cette méritocratie républicaine, dont Yves Bonnefoy parle également. Lui, natif de Montboudif, qui disait qu'il aimait son pays natal comme on aime sa mère, et que cela ne se raisonne pas. Lui qui était fils d'instituteur, petit-fils d'agriculteur, et qui était, au fond, inscrit dans son parcours ce qui faisait la force de notre éducation nationale, c'est-à-dire sa capacité à offrir une méritocratie à ceux qui faisaient le choix, quelle que soit la modestie de leurs origines, de l'effort, de le travail et de l'engagement.
Il a gardé tout au long de sa vie, pour cette Auvergne natale, un attachement irréductible, avec des formules qui sont profondément touchantes pour tous ceux qui ont cette attache pour le Massif central. Les enfants d'Auvergne qui l'ont quitté se souviennent toujours de leur terre maternelle. Il acquit ensuite une ferme à Cajarc, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans lequel, dans ce havre de paix, il ira également puiser une partie de son ressourcement, à commencer aussi par sa femme Claude, esprit brillant, audacieux, qui fut toujours à ses côtés, dans les moments de victoire comme dans les épreuves. Et je vous invite à regarder cette vidéo absolument merveilleuse, où on les voit tous les deux au-dessus de la falaise de Cajarc, ceux qui connaissent le lieu, et où Pompidou, un peu espiègle, et cherchant sans doute aussi à tester la façon dont sa femme allait réagir, s'approche de la falaise. Et Claude, qui détestait ça, le rejoint en lui disant « Mais non, reviens vers moi ». Et il se tourne vers elle de façon absolument adorable, en lui disant « Ma biche », et il lui dit « Tu sais à quel point j'aime regarder le fond ». Et elle lui dit « C'est la seule chose que je te demande, ne regarde pas le fond, reviens vers moi ». Et Pompidou baisse le regard comme un enfant qui revient, et lui dit « Et après, on va prétendre que je suis autoritaire ». Et il revient aux côtés de sa femme. C'est une image absolument merveilleuse, c'est une petite pastille vidéo, mais qui dit tellement de ce lien qui les unissait l'un à l'autre, eux qui s'étaient rencontrés à la sortie d'un cinéma du quartier latin. C'est dans ce refuge de l'intimité et du silence, j'en suis convaincu, Bruno, que Georges Pompidou a su préserver sa lucidité qui l'a guidé dans les choix décisifs. Et c'est aussi là qu'il a toujours su garder une proximité très forte avec les Français. Lui qui aimait dire que la belle politique est celle qui est capable à la fois de proposer une vision et de ne pas perdre l'enracinement charnel. Quand je dis la proximité, je veux dire par là une vraie proximité. Pas une proximité construite dans les artifices de communication à travers lesquels aujourd'hui les politiques cherchent à faire croire qu'ils seraient proches des Français. Non, une proximité dans laquelle il était président de la République et ô combien président de la République, dans laquelle il incarnait et ô combien la stature d'un homme d'État, mais dans laquelle on sentait juste profondément gravé en lui l'empathie de celui qui n'a pas oublié d'où il venait. La deuxième chose, qui est pour moi essentielle dans ce parcours de Pompidou, c'est que tout en étant cet homme de la simplicité et de l'enracinement, c'était un homme de lettres, de culture. Et cela l'a toujours aidé et lui a toujours permis de voir plus loin avant, de mieux sentir ce qu'il se passait, de mieux comprendre les ressorts des épreuves auxquelles il avait à faire face. Cette inscription dans le temps long est, à mon sens, la principale caractéristique du président Pompidou. Elle est inscrite dans ce qu'est l'esprit et l'âme de notre pays, un pays qui a été forgé par les lettres et la culture depuis François Ier. L'homme qui était capable d'écrire l'anthologie de la poésie française, celui qui a écrit ce qui est, à mon sens, un des plus beaux ouvrages politiques, le Nœud gordien, celui qui aimait Scarron, poète français oublié, qui conjuguait l'amour de la lettre et la gouaille et le défi de la fureur franchisée, celui qui aimait Virgile, celui qui chérissait Baudelaire. Vous vous souvenez tous sans doute de ce moment où il y a le drame de Gabriel Russier, le président Pompidou est interrogé, bien difficile de savoir comment s'exprimer, comment trouver les mots, comment trouver la juste façon de s'exprimer, et intuitivement, il vient puiser au fond de lui le souvenir du Normalien, et exhume ces quelques vers du poème de Paul Éluard. Mais si vous regardez à ce moment-là l'attitude du président Pompidou, il n'y a pas seulement celui qui cite les lettres. Il y a celui qui est capable de s'arrêter. Il y a celui qui est capable de préserver le moment de silence. Il y a celui qui est capable précisément, parce qu'il est habité aussi par le doute et l'interrogation de l'homme cultivé, de s'arrêter un instant et de suspendre son jugement, et de laisser aussi la part d'interrogation. C'est ce qui caractérisait à mon sens le président Pompidou, la dignité, la hauteur de vue, la culture, l'inscription dans le temps. Tout ceci n'a évidemment de sens que si c'est au service d'une vision. Et il est frappant de voir à quel point le président Pompidou, dès le début, apporte cette vision et délivre à notre pays une forme de mission. Cette mission, quand on l'analyse, et je pense que c'est un des aspects qui est extrêmement impressionnant dans le parcours politique du président, elle est forgée d'abord dans la confrontation avec le chaos de 1968. Un chaos dans lequel il a vu, avant les autres, ce que seraient les défis de la modernité, et j'y reviendrai si vous me le permettez à la fin. Il comprend parfaitement à ce moment-là qu'il aura face à lui un gigantesque défi, comment faire face à la modernité, pas la combattre, la maîtriser,
la canaliser, lui permettre de prendre des contours qui soient conformes à ce qu'est l'âme de notre nation. Il sera le tenant du libéralisme. Il sera le tenant de l'ouverture économique. Il sera le tenant de la restauration de la compétitivité, tout à la fois le rang de notre industrie et notre agriculture. Mais il le sera en comprenant à chaque fois que rien de tout ceci ne peut être une idéologie et que chacun de ses choix ne doit être guidé que par une seule ambition. La France, pour pouvoir défendre les valeurs qui sont les siennes, doit être en expansion. Et cela l'amène à ce constat que nous ferions bien de ne pas oublier: il n'y a pas de grande civilisation qui ne repose sur une économie dynamique. C'est une profonde erreur, et Pompidou l'a compris avant les autres, de croire qu'une nation peut défendre les valeurs qui sont les siennes si elle n'est pas assise sur une capacité à retrouver une prospérité économique. Le président Pompidou a toujours été guidé, lui, l'homme de lettres, le normalien, par cette ambition: créer de la richesse. Créer de la richesse pour notre pays et faire en sorte que cette richesse soit rendue aux Français comme fruit de leur travail. Il est vertigineux de se dire que c'est en 1974 que la France connaît alors son dernier budget à l'équilibre. Voilà un président pour lequel il était évident qu'il y a toujours un problème de dépenses. Et qui a toujours veillé, c'est sans doute un tempérament auvergnat dans lequel plusieurs d'entre nous se reconnaîtront, qui a toujours veillé à ce que l'argent des contribuables soit préservé et à ne jamais oublier que la dette est toujours un impôt différé. Au cœur de sa conviction sur la prospérité des Français reposait l'idée que la seule source de la prospérité, c'est le travail. Leçon d'ailleurs revisitée en ce moment par le président du groupe Michelin, Florent Ménégo, qui suggère une très belle réflexion sur un scandale profond auquel font face un certain nombre de nos démocraties, la situation de travailleurs pauvres, situation que le président Pompidou avait diagnostiquée bien avant les autres. Raymond Aron l'a parfaitement résumé: le projet de Pompidou, de Georges Pompidou, était de doter notre pays d'une grande industrie. Il n'a jamais dévié de cela. Alain Peyrefitte le résume parfaitement quand il dit: nous avions avec Pompidou un objectif qui dominait tous les autres, faire de la France une grande nation industrielle. Et les résultats sont impressionnants. Pour nous qui parfois doutons de notre capacité à nous réveiller, cette période est une période d'extraordinaire optimisme. La France sort dans une situation extrêmement fragilisée de la période de mai 68. Nous avons l'impression que les 30 Glorieuses sont un continuum absolu, ça ne l'est pas. La France est très fragilisée à cette époque. Le président Pompidou la redresse avec une politique systématique consistant à favoriser l'innovation, favoriser la création d'emplois, favoriser l'implantation et le développement de la France sur les domaines industriels qui font la compétitivité de cette époque. Nous créons alors 100 000 emplois supplémentaires chaque année. La France est la nation qui connaît le taux de croissance de son emploi industriel le plus élevé, à tel point que l'on explique alors que la France sera le Japon de l'Europe et qu'elle est l'économie la plus puissante de l'Europe. Cette prédiction, malheureusement ensuite démentie avec le début des années 80, et qu'avait également défendu le président Giscard, la France retrouvera son état de grande puissance d'Europe occidentale, comme au XVIIIe siècle. Voilà ce qu'était l'ambition de Pompidou. Et ce qui est fascinant dans cette période, ça n'est pas seulement cette ambition industrielle, c'est qu'il y a une vision. C'est que le président donne au pays un dessein. C'est que tout le monde peut s'y reconnaître. Tout le monde comprend le sens et le chemin qui est dessiné. Et n'oublions pas de ce point de vue ce qui est évidemment la marque que lui avait transmis le président de Gaulle, dont Hervé parlera. Georges Pompidou a toujours eu pour horizon de réconcilier la France. Je l'espère au moins, Hervé. Cette ambition était laquelle? Lutter contre les fractures territoriales. Il l'avait écrit dans une très belle interview que je vous invite à revisiter de l'Auvergnat de Paris en 1967, dans lequel il comprend que le défi de la mondialisation risque d'être d'ouvrir des failles entre des territoires qui sont les territoires chéris de la modernité et ceux qui seront les territoires abandonnés. Ici, dans le Cantal, Bruno, il y a veillé avec passion. Lui qui a doté ce département de la RN 122, lui qui s'est attaché à développer la station de ski du Lioran, lui qui s'attachera ensuite à faire la délégation à l'aménagement du territoire, lui qui lance les premiers programmes du TGV, lui qui veille à inscrire une énergie abondante et bon marché. Et dans cette ambition, il sera toujours suivi et par le président Giscard et par le président Chirac, qui n'oublieront jamais cette leçon, eux qui étaient eux-mêmes pétris par le même territoire. Il y a enfin, quand on évoque cette vision, l'environnement et la nature. De ce point de vue, il y a quand même un risque.
c'est de se contenter à croire que le président Pompidou aurait été très simplement le premier visionnaire de l'environnement dont nous aurions aujourd'hui les successeurs, avec une vision qui serait conforme à ce que porte aujourd'hui une certaine approche que j'appelle l'idéologie politique de l'environnement. Loin s'en faut. Là aussi, le président Pompidou propose un chemin d'une incroyable modernité. Ce qu'il appelle, lors de son discours que vous connaissez tous à Chicago, une morale de l'environnement. Mais qui dit-il? Il y dit que l'environnement n'est pas incompatible avec l'industrie. Il y dit que l'environnement repose d'abord sur une passion de l'enracinement. Il y comprend que l'enracinement ne peut pas être construit dans une haine de l'homme, mais au contraire dans un humanisme revisité. Il y comprend que la première façon de chérir l'environnement, c'est de chérir des paysages qui ont été fascinés par notre culture et par notre histoire, aussi bien ici que sur les plateaux de la Chaise-Dieu. Il croit au fond en une écologie de l'enracinement. Et ces résultats, là aussi, sont impressionnants, parce que ce qui est fort dans le président Pompidou, c'est la conjonction entre la vision et les résultats. De la même manière que pour l'industrie, alors que nous sommes dans une période de profond développement industriel, c'est la période dans laquelle nous allons connaître la plus forte baisse de toutes les émissions de gaz à effet de serre de notre pays, parce qu'il fait prendre un tournant colossal à l'orientation industrielle. Et il le fait sur une base de projet. Il y a d'ailleurs, Claude, un échange sympathique que j'avais oublié. On cite souvent le président Pompidou quand il dit « arrêtez d'emmerder les Français ». On oublie que c'était un échange qu'il avait avec un jeune conseiller plein de talent qui était à ses côtés et qui s'appelait Jacques Chirac. Cet échange, je le trouve extraordinaire, parce qu'à l'époque, Jacques Chirac vient lui proposer un certain nombre de décrets à signer. Et le président Pompidou se tourne vers ce jeune conseiller plein de talent, nous qui sommes à l'époque des ânes, des DPE et autres ZFE, et il dit « ça n'est pas comme ça que vous défendrez l'environnement. Arrêtez d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans le pays. On en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer le pays. » Tout est dit, quelle incroyable lucidité Pascal, quelle incroyable simplicité dans le verbe, quelle incroyable façon de rester aux aguets par rapport à ce que peut être les dérives de ce qu'on lui propose. Je voudrais finir, si vous me le permettez, avec 3 points qui me semblent riches de leçons. Le premier, c'est le combat constant du président Pompidou contre l'impuissance et le risque de l'enlisement administratif. Il est sans doute, et Édouard Balladur l'a parfaitement rappelé dans ses écrits, celui qui a été tout à la fois le témoin de l'enlisement de la 4ème République, qui a été le compagnon de l'extraordinaire redressement opéré par le général de Gaulle, et qui a veillé à ce que cette leçon fondamentale de la 5ème République, des institutions faites pour que le politique puisse agir, ne soit pas perdue. Il était obsédé par le fait qu'en politique, s'il faut réfléchir longuement, je le cite, il faut finalement aboutir à des choix simples et s'y tenir. L'image à laquelle il recourait du nœud gordien me semble plus que jamais d'actualité. Ce nœud gordien qui nouait le char symbolique qui était à l'entrée de l'Empire perse, face auquel Alexandre le Grand arrive, et là où tous ses prédécesseurs s'échinent en se demandant par où est-ce qu'il faut faire passer telle ou telle corde, Alexandre le Grand sort son glaive et tranche. Pompidou aimait cette image. Lui pourtant qui était tout sauf un être de brutalité. Il aimait cette image parce qu'il aimait l'idée qu'à un moment, il faut être capable de décider et d'agir. Je vous le résume dans une période où le politique a perdu le pouvoir. Et où la réalité, c'est que malheureusement, l'encombrement, l'enlisement aussi bien administratif que juridique, a fait perdre petit à petit l'esprit de l'institution de la 5ème République. Rappelez ce qu'a été la réalisation du musée Pompidou. Décision du Conseil des ministres en 1973, inauguration du Centre Pompidou en 1977. Moins de 4 ans, là où maintenant dans notre pays, pour faire le moindre misérable bout de route, en 15 ans, c'est quasiment une tâche insurmontable. Pompidou le résumait en disant que la période moderne aurait comme défi que l'administration dotée de moyens colossaux risquait d'user d'excès dans l'encadrement des individus, de les mettre, je le cite, en fiches perforées, de les désigner demain par un numéro. Reprenant Anatole France, il disait « Veillons à avoir un État et non pas des administrations ». La deuxième leçon que je trouve magnifique, c'est celle de la modernité. Et je voudrais juste m'y attarder un tout petit instant.
Nous sommes dans cette époque de 1968 où tous les repères tendent. Le président Pompidou comprend qu'il y a quelque chose qui a basculé. Il comprend que la France ne sera jamais la même. Ça n'est pas l'homme d'un conservatisme. Il était, Bruno, tu l'as rappelé, d'une incroyable modernité. Mais il comprend que le principal risque de cette passion de la modernité qui peut s'emparer des esprits, c'est de croire que la modernité se construit sur la déconstruction. Et il met en garde. Il met en garde en disant « oui, nous pouvons construire l'avenir, mais toujours sur des fondations ». Oui, parfois, il faut savoir déconstruire, mais pour ensuite rebâtir, et ne jamais s'attaquer au cœur des fondations. Il met en garde contre l'illusion de la table rase. Il dit que quand on déconstruit, ce doit être avec un luxe infini de précautions et en sachant ce qu'on veut bâtir et ce qui en vaut la peine. Au fond, d'une certaine manière, en poussant jusqu'au bout sa vision, il voit avant ce dans lequel notre époque actuelle est plongée, le risque de la déconstruction, le risque du wokisme, et il met en garde la France en lui disant « ne déconstruisez pas l'identité sur laquelle est bâti notre pays ». Et enfin, pour moi, c'est la troisième leçon, c'est celle de la réconciliation. Notre époque moderne est faite de tensions. Elle est faite de gouffres qui se sont ouverts. Ce que d'ailleurs le président Chirac avait diagnostiqué quand il avait mis en garde contre les fractures sociales. Elle est faite du danger d'avoir une période dans laquelle certains territoires accumulent les richesses, les chances, les opportunités, et où d'autres, dans des zones plus rurales, parfois plus urbaines, parfois plus périurbaines, ont le sentiment petit à petit d'être abandonnés et de ne plus appartenir à la même République. Le danger, c'est que s'ouvre un gouffre entre des élites toujours plus mondialisées, qui ont fait sécession avec l'enracinement dans un territoire, et de l'autre côté, une France populaire, de plus en plus en colère, et qui ne comprend plus là où on veut l'amener. Le président Pompidou, à mes yeux, fait partie de ces grandes figures, qui étaient capables de faire la jonction entre les deux. Celui qui comprenait qu'il n'y a qu'une seule France. L'homme qui a toujours refusé d'être l'homme d'un clan, d'une classe, d'une idéologie. Celui qui était aussi à l'aise dans les salons parisiens que dans un bistrot du village de Montboudif. Pour Georges Pompidou, il y a une seule France. Celle qui va de la rue d'Ulm au fin fond du Cantal. Celle qui épouse la poésie des mots comme celle de nos paysages. Celle qui est capable de célébrer nos auteurs classiques et les peintres contemporains du centre-Beaubourg. Celle qui a tout à la fois l'ambition d'Airbus et l'attachement viscéral à l'agriculture. Le président Pompidou, c'est l'homme de toute une nation. C'est celui qui est capable d'unir. C'est celui qui comprend que la France puise les ressorts de son sursaut aussi bien dans l'énergie de ses campagnes que dans le dynamisme de ses métropoles. Celle qui défend à la fois l'industrie et l'agriculture. Celle qui veut embarquer à la fois le jeune cantalien et le jeune parisien. L'image d'une France qui est projetée vers l'avenir et qui s'appuie en même temps sur la force de son passé et qui veille à n'être jamais une addition d'individus ou une juxtaposition de communautés. Y a-t-il message plus moderne? Rien de tout cela n'est une nostalgie. Chacun de ces mots, chacune de ces paroles, chacun de ces actes est au contraire profondément riche de leçons. La présidence de Georges Pompidou, ça n'est pas une nostalgie, mais c'est un chemin. C'est un chemin qui dessine ce que peut être un sursaut pompidolien capable de rebâtir notre pays. Et je voudrais finir avec cet échange extraordinaire qu'il a avec Jean Caux. Jean Caux le relate dans ses croquis de mémoire consacrés à Georges Pompidou. J'aime cette phrase finale parce qu'elle dit tant de ce qu'est l'esprit de Pompidou. Il avait écrit à l'époque, dans un de ses articles sur Pompidou, sur la voix de Pompidou, cette voix rocailleuse, parfois étincelante, parfois qui flirtait avec le silence. Il parle de cette voix pesante, grave, sceptique, et il raconte, là était son prodige, il savait être convaincant. Il était au fond comme un paysan qui vend sa vache avec le ton de la sincérité. Et l'article avait blessé le président. Il l'avait blessé à la fois par le ton un peu morgue, mais aussi par le sarcasme sur l'agriculteur. Lors d'une réception à l'Élysée, Jean Caux raconte que le président Pompidou le prend à part, l'attire dans un coin d'une fenêtre et lui dit « J'ai lu ce que vous avez écrit sur moi. Il y a des idées justes. » Et il le reprend sur une seule chose. « Et je voudrais vous assurer d'une chose,
je ne vendrai jamais la vache. J'adore cela. La vache chez Pompidou, c'est l'agriculture. La vache chez Pompidou, c'est l'enracinement. La vache chez Pompidou, c'est l'industrie. La vache chez Pompidou, c'est la culture. La vache chez Pompidou, c'est la fierté française. La vache chez Pompidou, c'est la politique qui refuse d'être tirée vers le bas par la médiocrité. Ne vendez jamais la vache. Merci à tous.